Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne de l'Université numérique de La Réunion. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une masterclass de Philippe Sands, avocat conseil pour l'île Maurice à la Cour internationale de justice de La Haye, sur la question des îles Chagos. Depuis plus d'un demi-siècle, le peuple chagossien mène une lutte contre l'arbitraire colonial. En 1965, les îles Chagos, sous souveraineté britannique depuis 1810, sont séparées de l'île Maurice. 3 ans plus tard, en 1968, Maurice accède à l'indépendance, amputé de ce territoire qui reste sous contrôle britannique. L'archipel est alors peuplé d'environ 2000 habitants. En raison de sa position stratégique, dans le cadre de la guerre froide, les États-Unis décident d'installer en 1966 une base militaire sur l'île de Chagos, à Diego Garcia exactement, pour une durée de 70 ans. Tous les Chagossiens qui vivaient sur ces terres depuis le XVIIIe siècle sont expulsés, arbitrairement déportés vers Maurice et les Seychelles entre 66 et 73, sans aucune possibilité de retour à ce jour, en violation, bien entendu, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Dans des notes confidentielles, teintées de racisme, Londres a clairement reconnu le caractère illégal de l'expulsion des Chagossiens. Pour cette raison, la communauté internationale réclame justice au nom du droit inaliénable des peuples à l'autodétermination. Londres, soutenue pour des raisons évidentes par Washington, refuse obstinément de respecter les principes élémentaires du droit international public et la Charte des Nations Unies et s'oppose au droit du peuple chagossien à vivre sur sa terre natale. En 2019, dans un avis consultatif historique, la Cour internationale de justice de La Haye a appelé le Royaume-Uni à mettre fin à la colonisation des Chagos dans les plus brefs délais. La même année, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution par 116 voix contre 6 sur les îles Chagos, reconnaissant la souveraineté de Maurice. Elle a également exigé le retrait inconditionnel de l'administration britannique dans un délai de 6 mois. À ce jour, le Royaume-Uni refuse obstinément de se plier aux règles du droit international et de respecter les résolutions des Nations unies. C'est cette histoire que va nous raconter Philippe Sands. Merci, monsieur le professeur. Et je commence par exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis de double nationalité. J'ai une mère française et un père anglais. Alors, je peux parler des deux côtés de cette longue et triste, mais aussi très courageuse histoire. C'est la première fois que je suis en réunion et je suis ravi d'être parmi vous. Et je remercie Julie et Olivier et Lisby, que c'est possible que je sois, que je peux être avec vous ce soir. Je suis fortement touché, je dois dire, par le nombre de gens qui sont dans la salle. C'est vrai que je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des Chagossiens à Réunion? Olivier m'a dit une vingtaine. Et je me suis posé la question, qui franchement va venir entendre une conférence sur ce sujet? Et je suis bouleversé de voir tant de gens et tant d'amis dans la salle. Le professeur Salim a déjà expliqué un peu le contexte de l'histoire et Olivier et Lisby ont expliqué un peu l'aspect fortement humain de ce qui s'est passé. Pour moi, j'ai toujours été très clair. Ce qui s'est passé avec la déportation d'une population entre 1968 et 1973, on peut caractériser comme crime contre l'humanité. Et en quelques semaines, d'ici 2-3 semaines, l'organisation Human Rights Watch va publier un rapport et ce rapport va traiter ce qui s'est passé comme crime contre l'humanité. La déportation depuis 1945 est reconnue
depuis le procès de Nuremberg, dont j'ai écrit dans mon livre Retour à Lemberg, comme un tel crime. Je pense que ce que j'aimerais faire, c'est expliquer un peu comment moi je suis intervenu dans cette histoire. C'est une façon de vous expliquer l'histoire que j'ai racontée dans ce livre, que j'ai écrit pour assister le retour de tous les Chagossiens qui veulent retourner, et surtout mes amis Olivier et Lisby. À parler très franchement, moi je ne connaissais rien sur la question de Chagos. Moi je suis né dans un pays, le Royaume-Uni, où quand on était à l'école, aux années 70, on parlait vraiment pas de questions d'esclavage, de colonialisme ou de ce genre de trucs. En fait, en écrivant ce livre, comme je l'ai décrit ici, je suis allé à la cave trouver le livre d'histoire que mon prof nous avait donné en 1973, l'année où Lisby a quitté Perros-Bagnos. C'est un livre par un historien anglais qui s'appelle Geoffrey Treece. This is your century. Ceci est votre siècle. Et le chapitre 8 touche sur le sujet fin de l'Empire. Et j'ai relu, pour la première fois en presque 50 ans, ce que j'ai appris quand j'avais 12-13 ans sur les histoires britanniques. On dirait aussi c'est les histoires françaises, c'est les mêmes histoires en simple. Le chapitre 8, fin d'Empire, a commencé avec une petite explication de l'Inde et une comparaison entre le sublime, le magnifique Viscount Mountbatten, le dernier gouverneur de l'Inde qui a quitté en 1948, bien sûr un homme blanc, et le nouveau chef de l'Inde, un petit, un maigre, un végétarien, un pacifiste, qui ressemblait, et je m'excuse pour utiliser les mots que je vais utiliser, mais ils sont dans le livre, c'est remarquable mais vrai, un singe qui porte des lunettes. Ça, c'est ce que j'ai lu quand j'avais 12 ans. Ça, c'est ce qu'on m'a appris. Quand on a 12 ans, bon, on lit les choses, on commence à réfléchir seulement beaucoup plus tard. À l'âge de 50 ans, en avril 2010, je suis en France, je suis en vacances, je fais du ski, et mon téléphone portable sonne. Et il y a un numéro que je ne connais pas. Plus 230. C'est quoi plus 230? Je ne connais pas du tout ce numéro. Je prends le téléphone, je réponds, et c'est le bureau du Premier ministre à Maurice, M. Ramgoola. Est-ce que je suis prêt à avoir une conversation sur une question professionnelle? Je suis avocat, je suis professeur à l'université, je suis écrivain, sur quelque chose dont il veut me parler. Bien sûr, je suis prêt à parler avec M. le Premier ministre. Quelques minutes plus tard, je parle avec M. le Premier ministre, et il me raconte cette histoire de Chagos. Et à vrai dire, en avril 2010, moi je n'avais jamais entendu parler de Chagos. J'avais entendu parler de Diego Garcia, parce qu'on connaissait très bien l'histoire de la base américaine et britannique là-bas, où il y a eu des rumeurs de torture en 2002-2003, et aussi je connaissais très bien le rôle de Diego Garcia en 2003, parce que c'est là, le 20 mars 2003, que les bombardements du Bagdad ont commencé. C'est des avions qui ont pris vol de Diego Garcia. Alors Diego Garcia, je connaissais. Prochaine étape, je passe quelques semaines plus tard à Maurice, et en entre-temps, j'ai commencé à lire pour m'informer un peu plus de ce qui s'est passé au Chagos
entre 65 et 73, exactement comme Salim l'a expliqué. La séparation en 65 par Order in Council. Deuxième étape, donner une des 58 îles comme base américaine en perpétuité. Troisième étape, indépendance pour l'île Maurice en 68. Et quatrième étape, déportation de la totalité de la population entre 68 et 73. Et j'étais franchement très choqué par ce que j'ai appris, parce que j'avais jamais entendu parler de cette histoire. J'avais jamais vu des articles dans les journaux principaux que je lis très attentivement. J'avais jamais entendu parler sur le BBC. Je me souvenais vaguement d'une série de procès devant les tribunaux britanniques que je comprends très bien ont été menés par mon ami Olivier Banco à partir du fin des années 98 pendant presque une vingtaine d'années. Mais les détails, je ne les connaissais vraiment pas du tout. Et je me sentais franchement un peu embarrassé du fait, parce que je me pense plutôt quelqu'un qui connaît un peu ce qui se passe dans le monde. Et comment est-ce que c'est possible que je ne connaissais pas du tout cette histoire? Alors, on part à Maurice, le Premier ministre nous engage, on est une petite équipe d'une dizaine d'avocats, un peu de partout dans le monde, des francophones, des anglophones. Une chose qui est très importante à souligner, et ça, je veux donner du crédit aux Britanniques. Je suis avocat anglais. Et dans le système britannique, quand on est avocat, barrister, celui qui porte la perruque, on a absolument le droit d'agir, même au niveau international, contre notre propre pays. C'est une partie de l'indépendance du barreau, et c'est absolument reconnu et protégé. Alors pour moi, même que je suis prof dans une université anglaise, barrister anglais, si un gouvernement africain du Maurice me demande de participer dans une affaire contre mon propre pays, je n'ai aucune hésitation. Je le fais très souvent. Par contre, l'autre côté de ma vie, le côté français, je peux vous dire, ça ne se fait pas. En 1995, j'ai agi contre la France dans les essais nucléaires pour 4 petits pays pacifiques, le Samoa, le Micronésie, les îles Marshall, etc. Ça fait presque 30 ans. Et depuis, le Quai d'Orsay n'a jamais oublié que ce Philippe Sands, français, a une fois agi contre les intérêts de la France devant la Cour internationale de justice. Alors, avant de fortement attaquer le rôle du Royaume-Uni dans cette histoire, il faut quand même reconnaître que depuis 12 ans, je suis conseil principal pour le Maurice et jamais une seule fois est-ce que j'ai été attaqué par le gouvernement, par les conseillers, par les juristes au nom du gouvernement britannique. Le respect absolument de mon indépendance d'agir pour le Maurice et d'agir pour obtenir des résultats pour les Chagossiens, pour Olivier, pour Lisby et pour tous les collègues. Alors on débarque. Et là, on se trouve avec une grande question. Comment obtenir la justice au niveau international? Et le contexte n'est pas simple. Maurice contre le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est un peu du genre David et Goliath. C'est quand même pas un grand pays avec beaucoup de pouvoir. Le Maurice, c'est un pays que j'apprécie beaucoup, mais population à peu près 1 million de personnes, contre 2 des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pas évident la direction
que ça va prendre. Au niveau politique, c'était clair, au niveau diplomatique, c'était clair, il y avait peu de chance, mais le droit, est-ce que ça sera peut-être un peu différent? Alors, on a créé une stratégie, moi-même, mon collègue Paul Reichler des États-Unis, James Crawford, australien, et quelques juniors qui ont travaillé avec nous depuis une dizaine d'années. Et la stratégie a été un peu difficile parce que le Royaume-Uni avait, en 2004, enlevé la possibilité d'aller directement, que le Maurice part directement devant la Cour internationale de justice pour une affaire contentieuse contre le Royaume-Uni. La seule façon, au moment où le Premier ministre a pris contact avec moi pour aller à la justice internationale, la Cour internationale de justice, serait d'aller par la voie d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies pour demander un avis consultatif de la Cour internationale de justice. Et nous trois, les juristes, avec nos amis mauriciens, ont reconnu que, étant donné l'état des choses en 2010, c'était quasiment impossible d'obtenir une majorité pour le Maurice devant l'Assemblée générale des Nations unies à ce moment-là, étant donné le pouvoir des Nations unies et le pouvoir du Royaume-Uni. Et donc, on a créé une autre stratégie. On a décidé, on va faire ça étape par étape. L'acte qui a catalysé le Premier ministre Ramgoolam en 2010, c'était que quelques mois avant qu'il a pris contact avec moi, le Royaume-Uni avait annoncé la création d'un aire protégée pour l'environnement de 640 000 km² où toute activité humaine sera prohibée. Au même moment que les Britanniques ont pris cette décision, il y a eu une histoire, et parmi vous, il y aura certains qui vont connaître l'histoire, d'une organisation qui s'appelle Wikileaks. Wikileaks a fait tomber du ciel des millions de documents du State Department des États-Unis. Et parmi ces documents, il y avait 2 ou 3 documents où c'était indiqué par les diplomates américains qu'ils avaient parlé avec les diplomates britanniques et qu'une des conséquences positives de créer cette aire protégée autour du Chagos serait que les Chagossiens ne pourraient jamais retourner parce qu'ils ne pourraient rien faire là-bas. Et dans ces documents, on a découvert la réalité de la décision d'utiliser l'environnement pour exclure le retour et le respect des droits de l'homme des Chagossiens. Et ça a vraiment milité les Chagossiens, ça a vraiment milité le gouvernement de l'île Maurice. Mais ça nous a créé un prétexte pour aller non envers la Cour internationale de justice, mais envers le Tribunal international du droit de la mer à Hambourg. Pourquoi? En argumentant que la décision de créer cette aire protégée de l'environnement marin était en violation du Convention de 1982 sur le droit de la mer. Pourquoi? Premièrement, parce que le Royaume-Uni n'avait pas respecté le droit de pêche de l'île Maurice autour du Chagos, et deuxièmement, parce que le Royaume-Uni n'avait pas le droit de créer cette aire protégée, parce que le Royaume-Uni n'était pas l'État côtière, the coastal state. Le Maurice était l'État côtière. Pourquoi? Parce que l'argument du Maurice était que la décision de séparer les Chagos en 1965 était contre le principe d'autodétermination, self-determination. Pour aller un peu en arrière,
En 1960, les Nations Unies, l'Assemblée générale, a adopté une décision de grande importance, la résolution 1514. Et la résolution 1514 a décidé, en termes très clairs, que quand un pays colonisateur donne l'indépendance à une colonie, il doit donner l'indépendance à la totalité de la colonie et ne veut pas séparer une partie. La seule exception, c'est si l'État colonisé a donné son accord sur la séparation. Et bien sûr, les Britanniques disaient qu'il y avait un accord en 1965, mais les Mauriciens disaient pas du tout, c'était sous pression et il n'y avait pas d'effet juridique. Et donc, le Maurice a tenté d'ouvrir un procès devant le tribunal du droit de la mer pour ces deux aspects. Une déclaration que l'aire protégée était illégale pour non-respect des droits de l'île Maurice, et deuxièmement, illégale pour le fait que le Royaume-Uni n'avait même pas le droit de créer cette aire protégée. Le procès, le premier, a pris 4 ans, et en grande partie, le Maurice a gagné. À l'unanimité, le tribunal arbitral, en 2015, a ordonné que l'aire protégée était manifestement illégale parce que le Royaume-Uni n'avait pas consulté avec le Maurice et n'avait pas respecté les droits du Maurice. Et sur le deuxième aspect, le Maurice a perdu, mais par une toute petite majorité. 3 voix, il y avait 5 juges, 3 juges contre 2 juges. La majorité a jugé que la Convention du droit de la mer ne donnait pas le pouvoir à un tribunal arbitrage de statuer sur la souveraineté sur une île, mais seulement de statuer sur des aspects maritimes, droit de la mer. Par contre, 2 des 5 juges, dans une opinion dissidente, ont décidé autrement. Le juge allemand et le juge tanzanien. Eux, ils ont dit non, c'est pas du tout correct. Le droit de autodétermination fait une partie du droit de la mer. Nous avons le droit d'appliquer le droit sur l'autodétermination et le colonialisme, et nous deux décidons en minorité que la séparation du Chagos en 1965 était manifestement illégale parce qu'il n'avait pas eu l'accord du Maurice qui a agi sous pression, duress. Et donc on avait pour la première fois une décision de 2 des 5 juges qui disaient que le Chagos appartenait à l'île Maurice. Et ce qui était très important, c'est que les 3 juges dans la majorité n'ont rien dit sur le sujet. Surtout, ils n'ont pas dit « le Chagos appartient au Royaume-Uni ». Ce qu'ils ont dit, c'est qu'on n'a pas le droit de statuer sur cette question, et donc on ne dit rien. Alors, 0 des juges ont jugé pour le Royaume-Uni, et 2 des juges ont jugé pour le Maurice. À ce moment-là, précisément, il y a un changement de gouvernement à l'île Maurice. M. Ramgoolam est remplacé par M. Jugnauth, le père, Sir Anrud. Et les avocats sont invités de revenir à l'île Maurice pour donner des conseils sur le prochain stade à suivre. Et à parler très franchement, je le dis un peu dans le livre, c'est moi qui ai été invité pour les avocats, et comme dans tous les pays, la politique au Maurice est très intense, et je dirais qu'il n'y a pas un grand amour entre M. Ramgoolam et Sir Anrud Jugnauth, et donc M. Jugnauth, Sir Anrud, était plutôt sceptique envers les avocats qui agissaient pour le Maurice, mais qui avaient été nommés par M. Ramgoolam. Et j'ai expliqué à Sir Anrud Jugnauth,
Moi, je n'agis pas pour un gouvernement devant la Cour internationale, devant les cours internationaux. On les conseille pour l'État et pour la totalité de la population. Ce n'est pas de questions politiques. Évidemment, on a convaincu ce Anerud qu'on était assez indépendant. Et immédiatement, il a ordonné, il nous a dit, je vous dis immédiatement, de trouver un moyen d'emmener l'affaire maintenant à la Cour internationale de justice par voie d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies demandant un avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la question est-ce que la décolonisation de l'île Maurice a été complétée en 1968 quand Maurice a obtenu son indépendance. On a expliqué à Sir Anerud Jugnauth qu'en 2010, on avait indiqué que ça sera très difficile, fortement improbable, d'obtenir une majorité de voix devant l'Assemblée générale. Et il m'a dit, certainement parmi vous, ceux qui ont connu Sir Anerud Jugnauth, il a dit, Monsieur Sands, je m'en fous, c'est ma décision, je vous demande d'aller aux Nations unies obtenir une voix. Alors, quand un Premier ministre nous demande de faire ça, on le fait. On est parti à l'Assemblée générale des Nations unies et on a commencé à travailler, faire un lobbying pour une résolution demandant de l'Assemblée générale d'un avis consultatif de la Cour internationale de justice. Et à ce moment, je dois dire, deux miracles ont tombé du ciel. Le premier miracle, c'était le Brexit. Parce que de une seconde à l'autre, l'autorité britannique au niveau international a changé complètement. Perte totale d'autorité. Avant juin 2016, si on fait un lobbying pour une résolution à l'Assemblée générale sur une affaire comme ça, tous les autres 27 pays de l'Union européenne feront un lobbying avec le Royaume-Uni. Et après juin 2016 et le Brexit, l'Union européenne a dit « Ah, c'est plus notre problème. Vous êtes tout seul. » La France n'a fait aucun lobbying pour les Britanniques, ni les Allemands, ni les Espagnols, ni les Italiens. Les Britanniques étaient complètement tout seuls. Et avec le soutien, pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, de tous les 54 pays africains qui sont membres des Nations Unies, et le Non-Aligned Movement, comme a mentionné Salim, on a passé à un vote qui a été aidé par un deuxième miracle pour nous, et c'était le caractère et l'identité du ministre des Affaires étrangères britannique nommé après 2016 et qui prend ses fonctions juste avant le vote aux Nations Unies. L'identité du nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Boris Johnson. Catastrophe pour les Britanniques. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il devienne ministre, M. Boris Johnson écrit plein d'articles dans les journaux du Daily Telegraph du style franchement ouvertement raciste et surtout contre les gens de l'Afrique et les gens qui sont islamiques. Et moi, j'ai vu moi-même très clairement, devant, quand j'ai fait le lobbying aux Nations Unies, l'effet de ces articles devant plein d'États. Résultat, catastrophe pour le Royaume-Uni. Le vote en juin 2017, c'est pour le Maurice, 94 votes pour
envoyé une question envers la Cour internationale de justice, et contre seulement 16. Tous les autres, c'est des abstentions où ils n'ont pas participé du tout. Une large majorité et 2 questions ont été posées à la Cour internationale de justice. Première question, est-ce que la décolonisation de l'île Maurice a été complétée en 68, étant donné la séparation du Chagos? Et deuxième question, si la réponse à la première question est non, quelles sont les conséquences aujourd'hui en droit international? On passe 2 ans devant la Cour internationale de justice. Il y a les arguments de fait, et là, je voudrais absolument honorer le travail de Olivier Bancoult, parce que pendant 20 ans, il a porté plainte contre les actes du Royaume-Uni, avec un certain succès, mais finalement pas un grand succès. Mais ce que Olivier Bancoult a obtenu par les procès en droit britannique, c'est la publication de centaines, de milliers de documents qu'on a pu utiliser devant la Cour internationale de justice. Et je veux dire très ouvertement, Olivier, sans ton travail pendant 20 ans, on n'aurait pas pu convaincre la Cour internationale de justice qu'il y a eu une forte pression contre les Mauriciens en 1965 à Londres. C'est grâce à cette documentation qu'on a pu vraiment argumenter le point clé devant la Cour internationale de justice. Et deuxièmement, on a décidé, et c'était franchement un très long débat, je vais parler très ouvertement là, on s'est posé la question, comme juriste, est-ce qu'on devrait tenter d'introduire dans la procédure d'un avis consultatif, ça ne se faisait jamais, le témoignage d'une personne de Chagos. Et là, c'était complexe, parce que dans les procédures d'avis consultatif, en général, il n'y a pas de témoignage. Deuxième aspect, si on va trouver un témoin, qui et quoi et comment? Et parmi les avocats, il y avait un très grand débat. Moi, je faisais partie des avocats qui étaient intégrés dans la voie en disant « ce n'est pas possible, prenant compte de ce qui s'est passé entre 65 et 73, qu'on arrive à la Cour internationale de justice et les 14 juges de la Cour n'entendent pas directement d'un Chagossien ou d'une Chagossienne ce qui s'est passé. C'est absolument, pour moi, indispensable. » L'argument contre, et c'est un bon argument, mais finalement, ça n'a pas gagné, c'était que, en introduisant un témoignage, il y avait le risque de jouer avec les émotions des juges. Et devant la Cour internationale de justice, les juges n'aiment pas du tout ça. Alors, finalement, on a décidé, oui, on va faire un témoin. Et il y avait une question de trouver la personne qui serait témoin. Ça, on a pris contact avec Olivier. Olivier nous a présenté plusieurs candidats, tous excellents, des hommes et des femmes. Moi, je dois dire que pour moi-même, j'étais convaincu que ça doit être une femme. Parce que dans mon travail de 35 ans devant les tribunaux et les tribunaux internationaux, j'ai constaté, dans les procès que j'ai faits, que les témoignages des femmes ont tendance à avoir une autorité plus puissante. Et finalement, on est arrivé à Lisby Élysée. Et Lisby,
là encore, je vous parle très ouvertement, comme je l'ai écrit dans mon livre, comment présenter le témoignage. Et avec Lisby, on se trouvait dans une situation peut-être un peu plus difficile, parce que Lisby ne parlait ni l'anglais ni le français, elle parle créole, et moi je comprends assez bien maintenant, Lisby, ton créole, pas tout à fait, mais à 87%, je dirais. Et deuxièmement, parce que Lisby ne lit pas si bien, on ne pouvait pas écrire un texte qu'elle pouvait lire. Alors, avec l'accord de Lisby, et je pense que tu étais plutôt cool avec cette décision, on a décidé qu'on va demander à la Cour, et c'est la première fois dans l'histoire de la Cour internationale de justice, étant donné ce qui s'est passé à Lisby-Élysée en 1973, qu'elle peut témoigner par vidéo, préparée en avance. Et la Cour a eu la gentillesse de dire oui. Dans ce cas tout à fait unique et différent, on reconnaît que ce sera correct de procéder de cette façon. Et donc, mon collègue Rémi Reichhold est parti à Port-Louis, travailler avec Olivier et avec Lisby. Ils ont enregistré un témoignage très court, très précis, très brillante, de 3 minutes et 47 secondes. Et pendant le procès, on a joué ce témoignage. Vous pouvez le voir sur l'Internet. C'était le moment absolument transformatif dans cette affaire. Moi, j'ai fait, je ne sais pas, 25, 30 affaires devant la Cour internationale de justice. Je n'ai jamais vécu le moment où les juges, et Lisby était dans la salle, alors il y a les juges qui regardent le vidéo, qui regardent Lisby, Lisby qui regarde les juges qui sont en train de la regarder. C'était presque surréel d'être participant dans cette salle où il y avait 200-300 personnes en septembre 2018. Mais pour moi, c'était le moment clé. Parce qu'après avoir entendu la voix de Lisby-Élysée, c'était quasiment impossible pour les juges, présidés par un brillant juge africain du Somalia, Abdi Youssouf, de dire non à la demande de l'île Maurice avec le soutien de la totalité de le continent de l'Afrique. 6 mois plus tard, on est retourné, un peu inquiet, je dois dire, moi-même. Et il y a seulement, très récemment, j'ai demandé à Lisby si elle était inquiète. Elle a dit oui, à un certain niveau, j'étais inquiète, jusqu'au moment où les juges sont rentrés dans la salle. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand les juges sont rentrés dans la salle? Et Lisby me dit, le président Youssef m'a regardé, je lui ai regardé, nos yeux ont fait contact et j'ai compris que ça allait bien se passer. Ça se passe comme ça devant les tribunaux. Il y a une façon de communiquer sans les mots, mais avec les regards, où on peut comprendre les choses qui se passent. Et en février 2019, la Cour internationale de justice a répondu aux 2 questions. Première question, non, la décolonisation de l'île Maurice n'a pas été complétée en 1968 à cause de la séparation illégale du Tchagos, qui n'a pas eu l'accord de la population mauricienne. C'était une forme de pression et de duresse. Et deuxièmement, quelles sont les conséquences? La séparation du Tchagos est manifestement illégale et sans effet. Le Tchagos appartient à l'île Maurice et a toujours appartenu à l'île Maurice. Et c'est une décision où il n'y a aucun vote décidant sur le fond. En effet, c'est une décision à l'unanimité. La première fois dans mon histoire devant la Cour internationale de justice sur la question
si importantes, décolonisation, autodétermination, pression, etc., etc. Alors, on a ce résultat vraiment, pas totalement inattendu, mais vraiment qui va... C'est une victoire à 100%. Et devant la Cour internationale de justice, je peux vous assurer, c'est très, très rare. Dans le contexte où, 50 ans plus tôt, la Cour internationale de justice avait siégé dans une autre affaire, l'Éthiopie et le Libéria contre l'Afrique du Sud, où l'Éthiopie et le Libéria avaient demandé à la Cour internationale de justice de statuer que l'occupation par l'Afrique du Sud du Namibie et le traitement de la population discriminatoire et par voie de apartheid était contraire au droit international. La Cour a décidé qu'elle n'avait pas le pouvoir de statuer sur cette affaire. Catastrophe pour la Cour internationale de justice, surtout pour les pays en voie de développement et les pays du Sud. Alors, en 2019, une décision complètement différente qui prend le sens complètement différent. Et on peut comparer qu'entre 1966, l'affaire de l'Afrique du Sud-Ouest, et 2019, il y a eu un changement total de la décision prise par la Cour internationale de justice. Qu'est-ce qui s'est passé prochainement? Salim a expliqué un peu, je n'ai pas besoin de revenir en détail. L'Assemblée générale a affirmé la décision. Il y a eu un vote en mai 2019. Le vote a été encore plus pour le Maurice, 116 votes pour, et le Royaume-Uni et les États-Unis n'ont obtenu que 4 voix contre la résolution. 4 pays seulement dans le monde entier. Alors c'est absolument clair et direct. Après la vote, comme le Royaume-Uni a le droit de le faire, elle a demandé la parole pour expliquer son vote. Et là, on a appris très clairement une réalité qu'on appelle à Londres, en tout cas, je ne sais pas si ça se dit en France ou en Afrique, the elephant in the room. Qu'est-ce qui est vraiment aux bases de cette affaire? Et là, encore, je vais parler très ouvertement. La représentante aux Nations Unies, l'ambassadrice britannique, a dit après le vote en mai 2019, le Royaume-Uni veut dire très clairement qu'il est fortement attaché au principe d'autodétermination en ce qui concerne, petite pause, les Malouines. On a tous entendu ça et on a tous compris très clairement ce qui était dit. L'autodétermination, oui, pour les Blancs, mais non pour les Noirs. Et je pense que pour comprendre ce qui s'est passé entre 1965 et 2019 avec le Royaume-Uni, c'est une question de race, de couleur, de noir, de blanc et de racisme absolument clair. Je le dis ouvertement dans mon livre, c'est le cœur battant de cette histoire. Olivier Lisby et moi sont à 100% d'accord que si eux, ils étaient blancs, il n'y aurait jamais eu cette histoire. C'est à cause de la couleur de leur peau. Et je pense franchement qu'on doit le dire et on doit le reconnaître très ouvertement parce que c'est pour moi la réalité de la chose. Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'Assemblée générale, on a aussi, depuis la décision de la Cour, le Maurice a manifesté une campagne de humiliation des Britanniques un peu partout, the Universal Postal Union, the Food and Agricultural Organization, toutes les organisations, parce que la Cour internationale de justice et l'Assemblée générale ont ordonné qu'aucune organisation internationale et aucun pays a, dès 2019, le droit de reconnaître cette entité qui s'appelle the British Indian Ocean Territory. C'est manifestement illégal.
Alors, le Maurice a commencé une politique d'aller dans toutes les organisations internationales pour harceler un peu les Britanniques. Ça a devenu un peu une humiliation. Pendant 3 ans, les Britanniques ont dit non, 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 on n'accepte pas du tout cette décision. On a 100% certitude sur le fait que nous avons souveraineté sur Chagos, mais ils sont sous pression. Finalement, la position a changé il y a 8 semaines. Pourquoi est-ce que la position a changé? Pour moi, la position a changé principalement à cause de l'occupation manifestement illégale par la Russie de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Chagos? Vous demandez, très correctement. Quel lien avec le Chagos? Alors, le Royaume-Uni a passé depuis février 2022 beaucoup de temps à convaincre les pays du monde, y compris les pays africains, de contribuer à l'enlèvement des forces russes de leur occupation manifestement illégale du territoire de l'Ukraine. Mais beaucoup de pays africains ont répondu de façon suivante. Ah, très intéressant. Vous demandez à nous de vous aider à enlever les Russes de leur occupation illégale de l'Ukraine, mais vous voulez rester illégalement en Afrique. Non, on ne va pas vous aider. Et pour moi, c'est l'Ukraine qui a finalement catalysé le changement. Début novembre, il n'y a que 8 semaines, le ministre des Affaires étrangères britannique a annoncé l'ouverture des négociations avec le Maurice. Ce n'était pas un acte unilatéral. En derrière, il y avait eu des contacts pour coordonner cette décision. Et à ce stade, le Royaume-Uni et le Maurice sont en négociation pour respecter la décision de la Cour internationale de justice. Ce qui va mener, j'espère, très prochainement à une reconnaissance ouverte par le Royaume-Uni que le Chagos appartient dans son totalité à l'île Maurice et que les Chagossiens qui veulent retourner, Lisby, Olivier et tous les autres, ont le droit de retourner. Le Maurice a fermement et clairement dit qu'il va absolument soutenir le droit de retour immédiatement, dès que c'est possible. Et c'est dans ce contexte que nous avons eu le très grand privilège, surtout pour moi, pas un privilège pour vous de retourner dans votre terre natale, mais pour moi, de voir Perros-Vanios, de voir Salomon, de poser pied sur votre terre, c'était le plus grande émotion imaginable. C'est un lieu absolument magnifique, sublime, d'une grande importance écologique et humaine, qui peut absolument soutenir les êtres humains. Il a soutenu depuis 300 ans les êtres humains, il peut continuer à le faire. Le Maurice a annoncé que cette année, il y aura un deuxième retour pour faire une sorte de assessment pour le raménagement du territoire. Moi, je suis plutôt optimiste que les Britanniques maintenant sont sérieux. L'accord entre les Mauriciens et les Britanniques reconnaît la continuation du base militaire à Diego Garcia, mais pour l'île Maurice, ce qui est indispensable, c'est que ce sera la souveraineté mauricienne qui va dominer sur la totalité de l'île du Chagos, souveraineté de l'île Maurice. Là, je vais terminer, mais simplement avec quelques mots personnels. Je suis le conseil de l'île Maurice. Alors, mon client,
c'est l'île Maurice, ce n'est pas les Chagossiens. Mais je pense que dans les 12 ans qu'on a travaillé ensemble, comme vous entendez sûrement et j'espère, j'ai développé des relations d'une importance énorme pour moi personnellement, non seulement avec Olivier et Lisbeth, mais avec plein de leurs collègues. Et au niveau personnel, la lutte ici est en très grande partie non seulement une lutte interétatique, mais une lutte aussi pour une population chagossienne. Et pour moi, personnellement, d'être participant dans cette histoire, c'est le plus grand privilège imaginable. Il y a 2 affaires dans ma vie, ma carrière juridique de 35 ans, qui sont les 2 moments clés. En 98, le procès contre M. Pinochet, où j'étais participant. Et deuxièmement, le procès en ce qui concerne les droits de retour à l'île Maurice des Chagossiens. J'ai commencé à écrire ce livre en 2019, immédiatement que le Royaume-Uni a annoncé qu'il n'allait pas changer de position. Pourquoi est-ce que j'ai écrit un livre? Parce que j'ai écrit d'autres livres et j'ai compris qu'en écrivant des livres, on peut toucher des gens beaucoup plus directement qui seront touchés que par un procès ou par un jugement ou par une décision d'un cours national ou international. Et écrire ce livre avait une volonté stratégique d'assister le retour. Je ne dis pas que c'est cause and effect, mais le livre a été publié dans les premières semaines de septembre et j'étais absolument ravi que peut-être le livre n'était même pas nécessaire parce que 2 mois plus tard, le Royaume-Uni a annoncé un changement de position. La situation n'est pas encore acquise, on peut peut-être en question parler un peu de ça, nous avons parlé très ouvertement. La position de la communauté chagossienne n'est pas unie, il y a des voix qui prennent des volontés différentes, et il y a même une partie, je trouve ça personnellement très difficile à comprendre, de la communauté chagossienne au Royaume-Uni qui ne reconnaissent pas l'avis de la Cour internationale de justice et qui militent même aujourd'hui pour continuer la colonisation, pour rester britannique, pour que le Chagos reste britannique et ne pas reconnaître le Maurice. Alors ça, peut-être en question, on peut ouvrir un peu plus. Olivier, tu peux peut-être un peu en parler. Mais il y a une division dans la communauté et je pense qu'ici, en Réunion, vous connaissez mieux que moi comment une communauté réagit à une situation quand un tel acte si terrible a eu lieu aux années 60, qui continue à avoir des conséquences différentes dans des individus différents. En fait, c'est comme l'esclavage. C'est vrai que formellement, l'esclavage, on le sait très bien, a été formellement prohibé au début du XIXe siècle, mais on connaît très bien que les conséquences de l'esclavage continuent de nos jours, aujourd'hui. Et c'est exactement la même chose, je pense, avec la décolonisation et ce qui s'est passé à Chagos. Avec un accord entre Maurice et le Royaume-Uni, l'affaire, formellement, serait clos. Mais les conséquences, on en est sûr, vont continuer. Et je pense que pour ça, je soutiens absolument les mots de Olivier et de Lisbeth en vous remerciant pour votre solidarité envers cette communauté absolument fabuleuse qui nous touche tellement, et de ne pas imaginer que dès qu'il y a un accord, vous pouvez arrêter votre travail. C'est peut-être à ce moment-là que le vrai travail commence. Merci à tous.